revenons, si vous le voulez bien, à cette initiative donc, qui s'appelle Avenir commun durable. Ce projet, eh bien, il a été lancé en 2021 par plusieurs professeurs, par des professeurs du Collège de France, et rassemble donc des chercheurs issus de disciplines très différentes. C'est ce qui fait la caractéristique et la force du Collège de France. Donc il y a l'économie, la chimie, les mathématiques, mais aussi l'histoire, le droit et bien sûr les sciences du vivant. Avec pour objectif eh bien, d'apporter des réponses scientifiques aux enjeux du changement climatique, mais également diffuser, ça c'est très important, la connaissance, le savoir, la désinformation, donc essayer de diffuser des données scientifiques pour nourrir le débat. Et puis, bien sûr, et ça nous est cher, derrière l'information, la prise de conscience, eh bien, alerter sur l'urgence d'agir, passer à l'action. Et donc, chaque année, eh bien, cette initiative Avenir commun durable invite un professeur à porter sa chaire annuelle. Et donc, pour l'année 2025 et 2026, ce rôle a été confié au professeur Claude Grison. Et donc, c'est vraiment une immense chance pour nous de vous recevoir. Alors, professeur Grison, je vais tenter de résumer votre parcours, mais c'est un véritable défi, vraiment, tant celui-ci est vraiment exceptionnel par sa richesse et par son ampleur. En quelques mots quand même pour vous présenter. Vous êtes directrice de recherche du CNRS, vous dirigez le laboratoire de chimie bio-inspirée et des innovations écologiques. Vous êtes chimiste de formation et vous vous êtes orientée vers l'écologie à partir de 2028 en développant une approche absolument originale, vous allez nous en parler, au croisement de la chimie, de l'écologie et du développement durable. Et d'ailleurs, vos travaux ont donné naissance, je crois, à une nouvelle discipline, l'écocatalyse, qui consiste à utiliser des plantes capables, vous allez nous en parler, d'absorber des métaux présents dans les sols pollués pour produire des catalyseurs finalement naturels destinés à l'industrie chimique. Alors c'est une innovation remarquable qui permet à la fois de dépolluer les sols et puis de créer des ressources utiles. Et vos recherches, eh bien, elles illustrent, je trouve, de façon extrêmement concrète ce que peut être justement une chimie durable, profondément ancrée dans le vivant, et je dirais même trouvant son inspiration dans le vivant, au service évidemment de la transition écologique, et vous arrivez avec des solutions. Certaines solutions, ça nous fait plaisir parce qu'on a beaucoup d'alarmistes parfois, mais c'est important, mais là on va trouver des solutions. Alors, votre parcours est également marqué par une production scientifique exceptionnelle, plus de 200 publications, 47 brevets, 230 conférences. Vous êtes aussi à l'origine de 3 entreprises issues de vos travaux de recherche. Là aussi, une preuve supplémentaire de votre capacité à faire le lien entre la recherche scientifique, la recherche fondamentale et des applications concrètes. Donc ça nous réjouit aussi. Et puis, vos travaux ont été distingués par 15 prix majeurs, parmi lesquels le prix de l'inventeur européen, la médaille de l'innovation du CNRS, le prix de la femme d'influence, le prix, celui-là j'ai trouvé drôle, de l'homme nature, on va dire l'homme dans... Je ne ferai pas de commentaires. Bref. Et vous êtes également membre de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Académie européenne des sciences. Alors pour Covea, qui est un groupe engagé dans la prévention des risques notamment, et bien sûr dans la durabilité, eh bien vous accueillir aujourd'hui est particulièrement porteur de sens parce que vos travaux incarnent ce que nous cherchons à promouvoir à travers notamment notre mécénat. Donc c'est une science exigeante, utile, engagée et tournée vers le bien commun. Donc, professeur Grison, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de partager votre vision, vos travaux et vos convictions. Et nous sommes vraiment extrêmement heureux de vous accueillir. Et je vous laisse maintenant la parole. Bonjour à tous. Merci tout d'abord pour cette introduction. Alors, il s'agit pour moi d'une occasion de remercier la Fondation Covea pour
en fait, tout son soutien apporté au Collège de France, en particulier, à travers cette chaire Avenir commun durable. Cette année, donc, effectivement, le message que j'essaie de partager n'est pas simplement axé sur les problèmes, ils sont nombreux, il faut bien sûr ne pas les ignorer, mais très orienté vers ces solutions et l'espoir apporté par les sciences de la durabilité. Voilà, il n'a échappé à personne que le diagnostic planétaire donc, se dresse devant nous comme une préoccupation majeure et un manque criant d'initiatives collectives. Alors permettez-moi tout d'abord, pour introduire cette présentation, de vous partager un reportage qui a été mis en place avec la participation de jeunes enfants qui se sont appropriés un discours que nous connaissons tous, le discours de Jacques Chirac qui avait été prononcé en 2002 dans le cadre en fait, du sommet de la Terre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement au nord comme au sud et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Notre responsabilité collective est engagée. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Nier les contraintes à long terme au nom de l'urgence n'a pas de sens. Il n'est d'autre solution que d'inventer un mode de croissance moins polluant. Nous avons devant nous des chantiers prioritaires. Le changement climatique d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. L'éradication de la pauvreté. À l'heure de la mondialisation, la persistance de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. La diversité biologique et la diversité culturelle, toutes deux patrimoines communs de l'humanité, toutes deux sont menacées. Il faut mettre au point des systèmes économes en ressources naturelles, économes en déchets, économes en pollution. L'invention du développement durable est un progrès fondamental, au service duquel nous devons mettre les avancées des sciences et des technologies, dans le respect du principe de précaution. Ces quelques phrases, qui ont déjà 25 ans, sont d'une vérité donc actuelle saisissante. Entre déni, indifférence, éco-anxiété, découragement, fatigue écologique, contexte géopolitique international extrêmement préoccupant, résignation face au grand recul politique et à l'immobilisme collectif, la conscience écologique s'essouffle. Et pourtant, une réelle prise de conscience est en cours face à la multiplication des catastrophes naturelles, les inondations de ces derniers jours, les records de chaleur qu'on rencontre chaque été, les incendies qui en sont une conséquence particulière, ou les scandales sanitaires causés par la pollution, sont en fait des faits concrets qui induisent des initiatives individuelles. Elles sont indéniables. Et à ce titre, je me réjouis chaque année devant la motivation des futurs jeunes scientifiques, en particulier des ingénieurs des différentes écoles supérieures de chimie en France, mais également d'agronomie, donc qui cherchent à s'investir dans une recherche capable de construire un avenir commun durable. Et je profite donc de cette occasion pour vous partager ces quelques photos
avec donc ces jeunes qui sont particulièrement impliqués face à ce désir de s'investir, face à cette grande problématique. Pourtant, les activités humaines responsables du phénomène restent collectivement et quasiment inchangées, voire contre-productives. Que ce soit la loi du plomb ou la récente directive Omnibus, sont des exemples donc malheureusement manifestes. Cependant, tout n'est pas négatif, et selon un sondage de l'OFB, qui donc est de juin 2025, eh bien 83% des agriculteurs français trouvent que les lois sur l'environnement sont nécessaires, et 60% souhaitent plus de contrôle. Et au-delà des contrôles, la question essentielle est de savoir que peut-on faire de constructif. Comment répondre à l'urgence écologique? Comment éviter la dégradation et l'épuisement complet des ressources nécessaires à la vie? Comment protéger notre patrimoine commun, la nature? Comment limiter l'effondrement de la biodiversité? Comment la restaurer? Comment passer à un modèle économique durable, plus socialement inclusif, plus équitable, plus respectueux de la vie? Comment prouver que la transition écologique n'est pas une contrainte, mais une chance? Quel est le rôle du chercheur face à ces questions? Pour répondre précisément à cette dernière question, je vous propose de partager cette situation de von Goethe qui est, à mon sens, très évocatrice. Il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer. Il ne suffit pas de vouloir, il faut agir. Alors effectivement, pour ne pas subir le découragement ou l'éco-anxiété, eh bien, la meilleure solution, c'est l'action positive, constructive, basée sur l'objectivité scientifique et la réflexion sur le long terme. En tant que chercheur au CNRS et professeur au Collège de France, je pense avoir une chance inouïe que je souhaite partager avec vous. Notre métier consiste à réfléchir, à comprendre, à relier les connaissances qui émanent de différents domaines, qui sont souvent très complémentaires, à chercher, mais aussi à créer des solutions face aux grands problèmes actuels, tels que celui de l'effondrement de la biodiversité et l'ensemble de ses conséquences. Mais il ne faut pas être naïf. Le problème n'est pas simple. Il ne s'agit pas de questions isolées. Les causes sont nombreuses, complexes, en interaction entre elles. La recherche scientifique n'est pas seulement l'acquisition de nouvelles connaissances techniques, technologiques. Elle doit être capable de comprendre ces problèmes dans un contexte global et intégrant une responsabilité. À l'issue de la COP15 biodiversité, qui s'est tenue fin 2022 à Montréal, les gouvernements du monde entier se sont réunis pour convenir d'un nouvel ensemble visant à guider l'action mondiale pour stopper, voire inverser l'érosion de la biodiversité. L'organisme IPBES, que vous connaissez peut-être, qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, a établi ses conclusions et les a partagées. 5 grands facteurs clés ont été identifiés comme responsables du déclin de la biodiversité. Il s'agit tout d'abord du changement d'usage des terres et des mers. Ceci comprend la conversion des terres, telles que les forêts, les zones humides, sur lesquelles on reviendra, ou autres habitats naturels. Il s'agit notamment de l'artificialisation des sols et l'utilisation intensive des espaces naturels pour la création des infrastructures urbaines, routières, des surfaces agricoles qui conduisent à la destruction des milieux naturels, à leur fragmentation. Ce problème n'est pas simplement écologique. Selon l'OMS, 75% des maladies infectieuses émergentes sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'elles passent de l'animal à l'homme. Elles surviennent souvent dans des zones où les écosystèmes et les habitats ont été perturbés par la déforestation et le changement d'affectation des terres. D'ailleurs, il y a environ 3 semaines, nous avons partagé un séminaire sur cette thématique, donc au Collège de France. Mais depuis 1980, un autre problème a été clairement établi.
Il s'agit des émissions de gaz à effet de serre qui ont doublé. Le dérèglement climatique affecte déjà les espèces vivantes et les écosystèmes du monde entier. Si la situation est souvent résumée, raccourcie, un simple dégagement en quantité de CO2, il faut savoir que le protoxyde d'azote est bien responsable de 4% des émissions, mais un potentiel réchauffant qui est 273 fois supérieur à celui du CO2. Le problème n'est donc pas simple. La surexploitation des ressources naturelles a plus que triplé depuis 1970. Souvenez-vous des propos du jeune Antoine tout à l'heure à ce sujet. Ces données sont d'ailleurs confirmées, elles aussi, par le récent rapport de l'IPBES, qui a révélé que la surconsommation des plantes et des animaux, qui ne peuvent plus se renouveler, menace non seulement plus d'1 million d'espèces dans le monde, mais aussi les moyens de subsistance de milliards de personnes qui dépendent des espèces sauvages pour leur alimentation, leurs besoins énergétiques et tout simplement leurs revenus quotidiens. La pollution due aux activités industrielles, agricoles, domestiques, est un facteur majeur de l'effondrement de la biodiversité, de la destruction des écosystèmes, avec des effets dévastateurs directs sur les eaux douces, les sols, les habitats marins, mais aussi la santé humaine. Enfin, les espèces exotiques envahissantes, qu'elles soient animales, végétales ou microbiennes, se sont établies en dehors de leur habitat naturel à cause de notre maladresse. Pour un nombre croissant d'entre elles, leur prolifération est incontrôlée et anarchique. Vous voyez l'exemple ici d'espèces végétales aquatiques qui sont en train de recouvrir un contre-canal du Rhône. Nous y reviendrons également tout à l'heure. Ces espèces exotiques envahissantes ont des effets dévastateurs sur la faune, la flore indigène, provoquant le déclin, voire l'extension des espèces indigènes qui sont déjà en difficulté à cause des problèmes que j'ai déjà précités. Là aussi, les conséquences ne sont pas simplement écologiques. Elles coûtent plus de 420 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année. Dans un tel contexte, nous avons choisi d'orienter nos travaux vers la recherche de solutions concrètes face à ces deux facteurs clés responsables du déclin de la biodiversité. Il s'agit de la pollution des sols et de la pollution de l'eau, et du développement d'espèces exotiques envahissantes, qu'il s'agisse d'espèces végétales, mais aussi des insectes porteurs de ces maladies infectieuses évoquées tout à l'heure. Une difficulté première est déjà l'interconnexion entre ces problèmes et la capacité à en avoir une compréhension globale et nouvelle. Il ne s'agit pas de tomber dans les biais classiques, à savoir bâtir des solutions conçues sur le court terme. Car les hypothèses simplificatrices d'une seule discipline sont forcément parcellaires. D'ailleurs, vous connaissez tous Edgar Morin qui l'a très bien décrit. Une démarche monodisciplinaire n'a que peu de sens. Et il semble important de développer aujourd'hui une interdisciplinarité de pensée, de compréhension, d'approche, qui fait fi des idées toutes faites, des frontières entre les différents domaines scientifiques et qui facilite l'échange et le transfert des connaissances. Si on accepte de sortir de ces préjugés, de ces idées toutes faites, la seule vraie différence qui existe entre des disciplines comme la chimie, la biochimie, la biologie, l'écologie scientifique, c'est finalement l'échelle d'organisation du vivant. Le premier séminaire de la chaire Avenir commun durable l'a exprimé en étudiant les connaissances apportées par l'écologie scientifique au niveau de la forêt, que l'on peut approfondir si on essaie de mieux connaître l'impact au niveau biologique, au niveau par exemple des parties aériennes, des feuilles, mais aussi au niveau cellulaire à travers les chloroplastes qui sont responsables de la photosynthèse, elles-mêmes mieux comprises à l'échelle macromoléculaire, vous voyez la chlorophylle ici, c'est-à-dire la biochimie, et enfin à l'échelle de la chimie, c'est le fameux cluster du photosystème 2,
une subtilité absolument incroyable au niveau moléculaire du vivant, qui est très inspirante pour trouver des solutions à différents niveaux. Et pour compléter donc, cette approche globale, donc, j'y intégrerai non seulement des connaissances scientifiques multi-échelles, mais également des notions de valorisation socio-économique indispensables pour soutenir ces solutions et d'éthique. Par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à la meilleure compréhension de ces écosystèmes, par exemple forestiers, donc on l'a vu aussi lors d'un séminaire du Collège de France, sont mis en péril, malmenés face au dérèglement climatique et à la quantité excessive de gaz carbonique dégagés. À quoi peuvent servir ces connaissances multi-échelles qui vont de l'écologie scientifique jusqu'à la chimie ? Nous avons partagé en fait des résultats extrêmement concrets. Première chose, beaucoup d'efforts scientifiques sont consacrés à l'utilisation du gaz carbonique excédentaire. Comment le capter ? Comment le valoriser, le transformer en quelque chose d'utile ? Beaucoup de travaux sont orientés en particulier vers la production d'hydrogène vert, bien sûr très utile. On a montré qu'il permettait de réduire considérablement la quantité de gaz carbonique, au contraire, puisqu'il en consomme jusque 40 kg en fait, de CO2 par production en fait, d'un kilo d'hydrogène vert. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais ces connaissances scientifiques posent aujourd'hui quand même un problème qui n'est pas encore résolu, ce sont les coûts énergétiques de ces solutions. Donc il faut soutenir ces efforts de recherche pour progresser et résoudre ces problèmes. Mais d'autres idées émergent. Il s'agit notamment d'hydrogéner le gaz carbonique, de le transformer en des petites molécules biosourcées qui ne viendront plus de la pétrochimie, sujet d'actualité, mais qui viendront de ce fameux CO2 capté. Il s'agit notamment de la coélectrolyse de ce CO2 pour produire des petites molécules telles que des carburants, le méthanol. Sujet d'ailleurs très travaillé au Collège de France. Autres résultats de recherche qui sont extrêmement intéressants et qui émanent de ces connaissances interdisciplinaires. Et on s'est rendu compte qu'en étudiant la réponse physiologique des plantes, quand on les soumet à une lumière dans l'obscurité, elles émettent des signaux de fluorescence qui nous renseignent en fait sur leur état, qui nous renseignent sur leur fragilité et la réponse face au stress auquel on leur impose. Donc une information extrêmement intéressante pour essayer de les aider à se développer dans ce contexte extrêmement stressant. Autre chose que je vous exprimerai tout à l'heure, cette connaissance moléculaire de la photosynthèse est aujourd'hui à l'origine d'une nouvelle chimie, on y reviendra beaucoup, qui permet de trouver des solutions face à des réactifs qui sont mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie à cause de leur toxicité, leur écotoxicité. Étudier la photosynthèse à l'échelle très fine de la molécule permet de trouver des solutions extrêmement pertinentes. Donc oui, s'intéresser au dérèglement climatique avec une approche interdisciplinaire est extrêmement inspirante. Mais quoi faire face aux autres causes responsables du développement de la biodiversité ? Le fil conducteur que je souhaite vous partager, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Il s'agit de solutions qui sont inspirées du vivant, de la nature, mais plus que ça, qui tiennent compte du fonctionnement intime du vivant. Il faut donc mieux le comprendre. Et si on se réfère aux définitions officielles, initiées par l'IUCN, une ONG internationale qui est très impliquée dans la biodiversité, reprise d'ailleurs par la stratégie nationale de la biodiversité et maintenant la Commission européenne, il faut que ces solutions fondées sur la nature apportent des bénéfices environnementaux, c'est évident, soutiennent la biodiversité, c'est évident aussi, mais en plus qu'elles soient rentables, c'est-à-dire qu'on soit capable de leur apporter un bénéfice économique. Ça paraît relativement limpide, c'est une condition pour qu'elles soient durables, en d'autres termes, qu'elles soient économiquement viables, tout en apportant des bénéfices sociaux. C'est un défi majeur, imaginer une valorisation économique qui soit cohérente avec les efforts écologiques initiaux. Ce n'est pas forcément dans les règles de fonctionnement au quotidien, donc ça mérite réflexion. Qu'est-on capable de faire sur la base de ce fil conducteur ? Je vais vous partager quelques résultats qui relèvent toutes en fait, des espèces végétales, en particulier dans la pollution des écosystèmes terrestres, un sujet d'actualité aussi en ce moment.
L'idée est d'essayer de mieux comprendre comment ces espèces végétales répondent face à ces scénarios de pollution. C'est extrêmement intéressant, on le sait tous, ces espèces végétales en fait, sont contraintes à l'immobilisme, on le sait bien, donc elles n'ont donc que deux choix, elles ne peuvent pas fuir leur agresseur. Donc elles doivent soit s'adapter, soit disparaître. Et cette particularité est à l'origine de capacités d'adaptation du milieu végétal qui sont assez extraordinaires. Je vous en partageais donc quelques résultats. Il s'agit d'un grand programme de restauration écologique, problème de restauration écologique, un terme très précis, très cadré dans le milieu scientifique, qui a comme vocation d'essayer de recréer un écosystème tel qu'il était avant l'intervention humaine. Est-ce que cette belle définition peut devenir concrète ? Qu'est-on capable de faire dans le domaine ? Bien, c'est une expérience qui a été partagée à grande échelle au niveau international et qui s'appuie sur toutes ces étapes. La première étape est d'essayer d'installer des plantes sur des milieux extrêmement dégradés, voire très pollués, mais des plantes particulières, des plantes qui vont pouvoir tolérer ces degrés extrêmes de dégradation et de pollution. Il s'agit notamment de plantes qui font mieux que de tolérer la pollution, mais qui sont capables de l'extraire via leur système racinaire, des stratégies absolument exceptionnelles qu'on comprend à l'échelle moléculaire, qui transportent ces polluants et qui vont les stocker dans les parties aériennes pour les mettre bien à l'abri, comme pour mieux s'en protéger. C'est ce qu'on appelle la phytoextraction. Donc c'est un phénomène d'adaptation complètement naturelle de certaines espèces végétales. Donc c'est un programme qu'on a réussi à développer à grande échelle, en France bien sûr, mais pas seulement. Donc en Grèce, en Chine et en Nouvelle-Calédonie, exemple que je vais vous partager tout à l'heure, qui est vraiment prédestiné pour la réussite d'une telle expérience. Mais très vite s'est posé le problème du devenir de ces espèces installées. Elles ont initié, vous le verrez, le début de la restauration écologique des sols, et on s'est posé la question du devenir de ces parties aériennes très chargées en éléments métalliques. Pour deux raisons. D'une part, parce que bien sûr, ces plantes donc finissent par mourir, en particulier ces feuilles chargées en éléments métalliques et retournent vers le sol. L'idée était que ça ne devienne pas des déchets certes végétaux, mais contaminés, exposés par exemple à la destruction par les micro-organismes du sol qui auraient pu contaminer la chaîne alimentaire. Autre sujet, comment soutenir ces efforts de restauration écologique à grande échelle ? L'idée a été de concevoir que toutes les vieilles feuilles, les feuilles mortes, ce qu'on appelle les litières, très chargées en éléments métalliques, considérés comme polluants, les concevoir comme des réservoirs naturels d'éléments métalliques qui sont en train de faire défaut parce qu'on les surexploite. On a considéré que ces réservoirs métalliques, en fait d'éléments métalliques présents dans les feuilles, pouvaient devenir ce qu'on appelait des éco-catalyseurs. Rassurez-vous, ce n'est pas un terme très chimique, pas tant que ça. Vous savez très bien ce qu'est un catalyseur dans la vie quotidienne. En général, dans un groupe qui réfléchit à un projet, eh bien, parfois, il est difficile d'avancer, puis il y a la bonne personne qui a la bonne idée, qui va enfin faire avancer le projet. On dit que c'est le catalyseur du groupe. Et en chimie, on est très fréquemment dans cette situation. On veut parfois construire des molécules complexes. Pour ça, on mélange des tas de molécules plus simples. On voudrait les faire réagir, on les agite, on les fait chauffer, puis il ne se passe pas grand-chose. Mais si on ajoute le catalyseur, ça y est, la réaction démarre. Et 9 fois sur 10, ce catalyseur est métallique. Mais il est d'origine minière. Donc là, l'idée est non pas d'utiliser un catalyseur métallique d'origine minière, mais qui vient de ces feuilles extrêmement chargées en éléments métalliques. C'est ce que nous avons appelé les éco-catalyseurs. Et nous avons utilisé ces éco-catalyseurs, donc qui venaient d'horizons extrêmement variés, pour revisiter complètement la construction de molécules à haute valeur ajoutée, avec un défi, réduire complètement l'empreinte environnementale de la chimie, la repenser complètement. Ceci a été développé donc à différents endroits, mais c'est vraiment l'exemple franchement de la Nouvelle-Calédonie que je souhaite vous partager, parce que je le trouve magnifique. Tout d'abord, la Nouvelle-Calédonie est une terre de contraste. C'est tout d'abord un territoire magnifique, un point chaud reconnu de la biodiversité mondiale, avec un lagon magnifique. C'est un des plus grands au monde, en tous les cas un des plus beaux, ça c'est une certitude, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un pourcentage d'espèces endémiques très élevé, quasiment 80%, c'est-à-dire d'espèces qu'on ne va trouver nulle part ailleurs. Donc une richesse naturelle extraordinaire. Cette richesse en espèces
végétale, notamment extraordinaire, et due non seulement aux conditions climatiques particulières du territoire, mais à l'histoire géologique du territoire calédonien, qui introduit une richesse minérale inhabituelle, notamment du nickel dans le sol. Qui dit nickel dit bien sûr exploitation de cette ressource métallique qui est nécessaire dans de nombreux usages. Celle qui est la plus actuelle est l'utilisation pour construire un certain nombre de batteries pour les véhicules électriques. Et donc une exploitation intensive de ce minerai. Cette exploitation se fait à ciel ouvert et conduit nécessairement à une dégradation des sols. Le problème le plus préoccupant, c'est que ces sols dégradés sont mis à nu, il n'y a plus de végétaux, et donc il n'y a plus rien pour retenir les sédiments miniers. On est dans le Pacifique Sud, donc avec des orages tropicaux assez violents, voire des cyclones, qui alors entraînent les sédiments vers le milieu aquatique, qui à son tour va être chargé en éléments métalliques et donc être pollué, et in fine se retrouver dans le lagon calédonien. Donc l'idée a été d'aller chercher dans la flore calédonienne des espèces végétales qui pourraient résister à ces conditions extrêmes de dégradation, capables de faire la fameuse phytoextraction pour initier la restauration de ces milieux. C'est ce que nous avons fait sur différents sites miniers donc, du territoire calédonien, en utilisant scrupuleusement des plantes endémiques de chacun de ces sites. Les obstacles sont assez nombreux. Tout d'abord, l'altitude des sites miniers, qui est une première contrainte pour des espèces végétales. Le climat, qui est une alternance de 6 mois de saison sèche, redoutable bien sûr pour de jeunes plants, avec 6 mois de saison humide, où les épisodes pluvieux sont violents et peuvent entraîner de jeunes plants. Mais la plus grosse contrainte, c'est bien la composition du sol, avec un lot d'espèces métalliques toxiques pour nous, mais aussi les plantes, le nickel bien sûr, mais aussi du manganèse, du fer, du chrome, du cobalt, et un défaut avéré de tous les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance des plantes. Peu de phosphore, de sodium, de potassium ou d'azote. Donc tout ceci a été planifié dans le temps. Nous avons tout d'abord installé ces espèces pionnières qui font de la phytoextraction, qui résistent bien à ces milieux dégradés. Puis nous avons installé des légumineuses adaptées à ces milieux très dégradés. Pourquoi ? C'est qu'une légumineuse a une propriété absolument magnifique de produire en symbiose avec les bactéries qui sont abritées dans le système racinaire de l'azote. C'est un engrais indispensable. Et puis, ces légumineuses, enrichissant le sol en azote, ont permis d'élargir la biodiversité des espèces installées et vous allez le voir, de progresser vers l'écosystème initial. Tout ceci ne repose pas que sur des opérations de terrain. Pour que ça puisse réussir, ça repose tout d'abord sur des travaux scientifiques qui sont extrêmement longs, à savoir tout d'abord faire un inventaire botanique le plus proche possible de la parcelle dégradée, juste après exploitation, pour aller chercher les espèces végétales locales qui vont pouvoir résister au milieu dégradé et comprendre leur physiologie qui est toujours très particulière. Et ceci nécessite donc des travaux de recherche fondamentale réalisés ici, notamment au synchrotron Soleil, qui est un outil scientifique français merveilleux pour progresser dans les connaissances sur ces plantes végétales, notamment leur capacité à assimiler les nutriments qui leur sont nécessaires. Quand ces connaissances assez théoriques sont acquises, il est possible alors d'envisager la restauration de parcelles. Vous en voyez une photo ici, donc un peu plus de 3 hectares sur un site minier particulier, où vous voyez dans l'état du sol, il a fallu imaginer un protocole très structuré permettant l'installation de plus de 700 espèces qui font de la phytoextraction, donc on qualifie d'hyperaccumulateurs d'éléments métalliques, puis de 300 espèces fixatrices d'azote, ces fameuses légumineuses qui ont apporté de l'azote dans le sol. Ces travaux ont été suivis par des études sur le terrain d'un point de vue écologique. Vous voyez notre agent ici qui fait des mesures de croissance, des mesures de comportement, d'accumulation des métaux dans les parties aériennes pour comprendre comment réagissent ces plants et en tirer des informations pour être de plus en plus pertinents sur ces programmes de restauration écologique. Donc, ce long travail a permis de publier très récemment des conclusions qui sont assez uniques dans le domaine, et de montrer que finalement, la mortalité à 10 ans était bien inférieure à celle qu'on avait imaginée. Alors qu'en moyenne, quand on essaie de restaurer une forêt tropicale, on observe 50% de mortalité,
bien finalement, sur ces milieux ouverts et fortement dégradés, très riches en éléments métalliques redoutables, la mortalité plafonnait à 30%, ce qui est une très bonne nouvelle. Autre résultat encourageant, au-delà des 700 hyperaccumulateurs installés, eh bien, quasiment 800 espèces végétales nouvelles se sont installées spontanément. Parmi elles, 75% figuraient sur l'inventaire botanique initial avant exploitation du minerai. 85% sont endémiques, 14% sont indigènes, aucune espèce exotique envahissante. Alors oui, on peut dire que le concept de la restauration écologique peut devenir une réalité. On est en train de recréer un écosystème qui est celui qui existait avant l'exploitation minière. Donc tous ces résultats sont encourageants et ont fait l'objet d'études scientifiques très fines et nous ont montré qu'on pouvait soutenir ces efforts de restauration par une valorisation économique. Laquelle est-elle ? Eh bien, parmi les espèces installées initialement, l'une d'entre elles a montré des résultats spectaculaires et inattendus. Donc, je vous partage son nom, Grevillea rubiginosa. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la botanique, eh bien, c'est une protéacée. Donc, c'est une plante qu'on a installée toute petite, qui faisait 15 cm d'amplitude au départ des travaux, et qui est devenue progressivement un arbre, donc en fructification, qui a donné 58 nouveaux plants, et puis qui a atteint une altitude, enfin une amplitude, telle qu'aujourd'hui, eh bien, ce sont des arbres qui sont d'une envergure qui est tout à fait digne de cette espèce en milieu sauvage. Donc ces arbres arrivent à se développer donc d'une façon durable. Et donc voilà, quelques éléments de croissance sont visibles ici. La taille a été multipliée par 6 en 10 ans, son diamètre par 8, son volume par 130, c'est-à-dire qu'elle fait plein de ramifications. Et ceci est très supérieur à la moyenne des autres espèces installées initialement. Ce qui nous a surpris, eh bien, ce sont les litières qui entourent ces arbres, qui sont extrêmement chargées en manganèse. 4000 ppm. C'est monstrueux, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse bien sûr le cadre des quantités physiologiques pour l'espèce. Donc oui, elle arrive en plus de cette croissance à accumuler des concentrations très élevées en manganèse. Et donc ça nous a bien sûr interpellés. Et on a vite examiné l'intérêt du manganèse. Quand vous parlez manganèse à un chimiste, il vous dit tout de suite « Oh, c'est un pouvoir oxydant ». Ça l'inspire très vite. Oui, mais pas n'importe quelle capacité oxydante dans ce cas. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement. Les réactifs oxydants en chimie conventionnelle sont un vrai problème. Beaucoup sont reconnus aujourd'hui comme toxiques, phytotoxiques, écotoxiques, mais toxiques aussi pour nous, à tel point que la réglementation européenne de la chimie les a mis en défaut. C'est une décision courageuse, surtout en ce moment, par les temps qui courent au niveau de la compétition internationale, mais c'est comme une richesse de l'Europe d'être capable donc de réguler, réglementer ces réactifs oxydants problématiques. Eh bien, quand on regarde le manganèse qui nous est proposé par ces feuilles hyperaccumulatrices de manganèse, on voit qu'elle génère un écocatalyseur qui est très proche, qui mime ce fameux cluster du photosystème 2 que je présentais tout à l'heure, en fait, dans la photosynthèse. On a l'équivalent. Alors, c'est très intéressant de voir que finalement, le manganèse généré par ces feuilles a la même structure, ou quasiment, que celui que les plantes utilisent sous nos yeux en permanence pour faire de la photosynthèse, c'est-à-dire transformer le gaz carbonique en sucre. On a discuté lors de ces séminaires de ce fameux cluster de la photosynthèse, qui est une expérience absolument magnifique dans l'évolution en fait, du milieu végétal, qui a inséré du calcium dans le réseau du manganèse pour booster le pouvoir oxydant du manganèse. Et c'est extrêmement puissant. Ça permet, l'air de rien, sous nos yeux là encore, de permettre l'oxydation de l'eau en oxygène, réaction d'oxydation assez difficile, dans des conditions extrêmement douces dans les plantes. Alors, on a étudié les capacités de ces associations calcium-manganèse dans des réactions d'oxydation qui sont mises en défaut par Rich. Et là, on a pu voir notamment un exemple. Il était possible de réaliser ce qu'on appelle une époxydation. Donc passer de cette molécule à celle-ci dans des conditions extrêmement douces grâce à ces écocatalyseurs. Comme en témoigne ce résultat, on utilise déjà 200 fois moins d'agents oxydants que les oxydants traditionnels. Un joli résultat qu'on a essayé d'appliquer à un exemple d'intérêt, transformer des molécules naturelles très abondantes. Les noms évoqueront certainement quelque chose pour vous. Le pinène, très abondant dans le pain.
le limonène, qui donne en fait cette odeur très agréable dans les agrumes, transformer ces matières premières grâce à ces éco-catalyseurs en molécules de départ, ce qu'on appelle des monomères, indispensables pour construire des polymères tels que des polyesters, polyuréthane, polycarbonate, c'est-à-dire des plastiques biodégradables. L'idée, c'est de les faire, mais pas de les faire n'importe comment. Donc ceci est extrêmement performant et a permis de voir tout le potentiel que nous donnent ces plantes capables donc, de séquestrer les aimants métalliques. Donc on peut vraiment faire coup double, restaurer ces sols dégradés et transformer donc ces déchets végétaux en éco-catalyseurs pour repenser la chimie. Dans 2 semaines, nous ferons un petit peu le panel au Collège de France de tout le potentiel de cette technologie. Je vais vite m'intéresser à l'autre problème, donc la pollution des écosystèmes aquatiques. C'est un sujet important. Il y a déjà très souvent un continuum entre pollution du sol et pollution de l'eau. Il suffit de voir les épisodes pluvieux qui vont lessiver ces sols dévégétalisés et emporter la pollution dans les écosystèmes. Là aussi, le 2e séminaire au Collège de France a permis de réfléchir à l'urgence de l'eau en termes de quantité, mais aussi de qualité. C'est une préoccupation majeure. Il faut absolument préserver les ressources en eau douce. On a pu réfléchir, bien sûr, aux problèmes de pollution, au dérèglement climatique, qui est aussi, bien sûr, une mesure, une conséquence importante sur notamment la fonte des glaciers, qui sont un petit peu nos châteaux d'eau, qui sont en train de disparaître les uns derrière les autres, la surconsommation d'eau à différents titres, et l'autre problème que nous aborderons aussi, donc ces espèces exotiques envahissantes qui sont en train d'étouffer la vie aquatique en fait, de nos rivières et notamment aussi de nos zones humides. Quoi faire à partir de la nature pour résoudre ce vaste problème de pollution de l'eau ? Bien, l'idée a été d'identifier des plantes aquatiques qui sont capables de survivre dans ces milieux aquatiques pollués et d'étudier leur capacité à séquestrer les éléments métalliques. Nous en avons trouvé un certain nombre sur lesquels je vais revenir, qui sont extrêmement performantes et qui nous ont permis effectivement de montrer qu'il était possible de séquestrer, mais cette fois-ci uniquement dans les racines, il n'y a pas de transfert dans les parties aériennes, des éléments métalliques en très haute quantité. Là aussi, pour que ce ne soit pas des déchets indésirables, quand ces plantes aquatiques ont dépollué l'eau, nous avons transformé les racines en poudre végétale pour les transformer à leur tour en éco-catalyseurs pour essayer de revisiter la synthèse de molécules à haute valeur ajoutée. Ceci a été étudié finement et on s'est rendu compte que la capacité de ces plantes aquatiques à séquestrer les métaux s'expliquait très bien à l'échelle moléculaire. Contrairement aux plantes terrestres, elles sont assez passives, mais elles ont surtout un système racinaire très bien fait, comme des antennes moléculaires capables de séquestrer le moindre élément minéral présent dans l'eau. Une condition de survie pour ces plantes aquatiques, surtout elles sont flottantes. Elles ne peuvent pas aller chercher de minéraux dans le sol. Parmi elles, on s'est rendu compte que les plantes exotiques envahissantes en milieu aquatique étaient particulièrement efficaces. Alors, pour les utiliser sans risque de développement, eh bien, on a transformé ce système racinaire en poudre végétale, en conservant cette structure moléculaire très fine qu'à l'échelle du nanomètre. Ces poudres végétales ont permis de préserver ces capacités de séquestration d'éléments métalliques. Vous voyez ici 2 plantes aquatiques envahissantes, connues d'un certain nombre d'entre vous, j'en suis sûre. Donc le nom commun ici, la laitue d'eau, très redoutable. Vous voyez ce qu'elle est capable de faire en milieu aquatique. Et puis la jussie d'eau, qui est très répandue sur le territoire français, qui a ce même caractère envahissant, mais qui est également extrêmement douée pour séquestrer les éléments métalliques à l'échelle de poudre. Donc tout ceci a été donc étudié finement et a montré qu'il était même possible d'avoir une sélectivité de séquestration des éléments métalliques en choisissant les bonnes espèces végétales. Il s'agit de dépolluer l'eau, mais il s'agit aussi de recycler des métaux très stratégiques pour l'Europe, des métaux primaires en voie de raréfaction et aussi des métaux extrêmement toxiques. Ceci a été déployé le plus loin possible en montant en échelle et en créant des démonstrateurs qu'on voit ici sur un site minier en région Occitanie-Est, dans les Cévennes, où une ancienne exploitation minière génère des effluents très pollués en zinc. Eh bien, on arrive à capter ce zinc donc, à l'aide de ces poudres végétales. Il y a également du fer qui est capté par une autre série de poudres végétales.
Dans chaque cas, le fait d'avoir cette sélectivité permet de trouver une utilité à ces poudres végétales gorgées d'éléments métalliques. Et celle qui est chargée en fer nous a permis de résoudre un autre problème, c'est d'aller chercher dans des effluents chargés en arsenic, au pied d'une mine d'arsenic qui a été une des plus importantes au monde, près de Carcassonne, aller capter cet arsenic, là encore en s'inspirant de la nature, en recréant cette affinité fer-arsenic. Ceci nous a permis de répondre aux normes environnementales de rejet de l'arsenic. Il faut voir que cette technologie ne concerne pas que les polluants métalliques, elle est également transposable à des polluants organiques émergents, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Il s'agit notamment de pesticides. Vous en connaissez au moins l'un d'entre eux, la chlordécone, longtemps utilisée pour la culture de la banane aux Antilles, mais qui a malheureusement pollué et le sol et l'eau. Ou le diuron, le lindane, toujours utilisé, notamment en Polynésie française, dans la culture de l'ananas. On a montré qu'il était possible de les capter de l'eau, donc pour éviter la propagation de ces polluants, ou d'autres composés donc, qui sont malheureusement utilisés comme insecticides ou comme filtres solaires. Donc cette technologie est adaptable donc, dans un grand nombre de cas. Comment faire pour trouver de la valeur économique à ces solutions de dépollution ? Eh bien, là encore, ces poudres végétales gorgées de métaux nous ont permis de générer de nouveaux éco-catalyseurs et de revisiter un grand nombre de molécules de la chimie organique. Donc, l'intérêt de ces éco-catalyseurs, c'est qu'on a réussi à montrer qu'ils avaient des structures nouvelles. C'est-à-dire que l'élément phytoextrait, l'élément polluant phytoextrait par la plante, allait s'associer aux éléments minéraux physiologiques du milieu végétal. Ça génère des structures qui n'étaient pas connues, qui sont extrêmement riches en réactivité. Ça nous permet de repenser complètement la chimie. Mais le plus bel exemple, il s'agit du palladium, qu'on arrive à recycler d'effluents donc de l'industrie pharmaceutique, qui génèrent des matériaux absolument passionnants. Et toutes ces petites taches blanches qui sont des nanoparticules de palladium toutes petites, mais qui pour la première fois sont stables. Elles ne s'agrègent pas. Elles restent bien dispersées sur tout ce qui est en gris ici, qui est constitué de la matrice minérale des espèces végétales. C'est extrêmement intéressant. Ça permet de repenser la construction d'un grand nombre de médicaments en consommant très peu de palladium. C'est un sujet fort d'actualité. Si je rappelle quelque chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que c'est la Russie quand même qui est le premier producteur de palladium à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces résultats fait l'objet d'efforts de recherche, mais aussi de R&D importants au niveau du laboratoire pour apprendre à recycler d'un point de vue écologique les métaux stratégiques à l'aide de ces fameuses poudres végétales et de repenser complètement la production de médicaments compte tenu de la crise du palladium que vous comprenez facilement. Donc les objectifs sont très clairement affichés. Il s'agit de revisiter tous les principes actifs des médicaments récents qui dépendent complètement du palladium, mais également d'un point de vue global, de repenser la préparation de principes actifs plus anciens, mais qui ne sont absolument plus produits en Europe, malheureusement, et dont les risques de pénurie et non-approvisionnement ont déjà commencé. C'est une solution pour montrer qu'on peut redéployer ces procédés en Europe, notamment en France, mais en concevant la chimie un peu différemment, en montrant qu'il est possible de concilier bénéfices écologiques et économiques. Donc je vois que le temps passe très vite, donc je vais essayer d'être plus brève sur ce que je vous présente. Il s'agit de montrer notamment que ces travaux reposent sur une analyse de cycle de vie très différente de ce qu'on a développé jusqu'à présent. La catalyse classique en chimie repose en général sur l'extraction des métaux au niveau minier, avec une érosion des sols qui est redoutable, qui va les polluer, les effluents aquatiques. Et il faut ensuite aller traiter le minerai dans des opérations métallurgiques assez conséquentes, qui ont elles-mêmes une empreinte environnementale redoutable, pour générer ces catalyseurs et créer les molécules dont on a besoin pour notre santé, notre bien-être, ou les matériaux qui nous sont nécessaires. L'éco-catalyse s'appuie sur la dépollution de l'eau grâce à des espèces exotiques envahissantes. Donc on arrive à combiner deux effets positifs, soulager la pression exercée par ces espèces envahissantes et traiter l'eau, recycler ces éléments métalliques pour concevoir des éco-catalyseurs qui sont extrêmement performants pour construire ces molécules d'intérêt.
Donc il s'agit bien de répondre à de nombreux objectifs du développement durable. Partie plus courte maintenant, rassurez-vous. Donc il s'agit des espèces exotiques envahissantes, non plus aquatiques, mais qui émanent des zones humides. Pourquoi ? Parce que les zones humides, en fait, sont des endroits essentiels pour réguler les extrêmes climatiques. L'eau en période d'inondation, elles absorbent beaucoup d'eau, mais également, bien sûr, l'été, lors des grosses chaleurs, où elles permettent de réguler, en fait, l'excédent de chaleur. Et pourtant, elles disparaissent aujourd'hui 3 fois plus vite que nos forêts, à cause de la surconsommation d'eau, on les assèche, à cause de la pollution, mais aussi à cause du développement d'espèces exotiques envahissantes, dont la plus connue donc au monde, mais très présente en Europe, est ce qu'on appelle Fallopia japonica, que vous connaissez peut-être sous le nom de renouée du Japon, qui est très redoutable et qui se développe de façon complètement anarchique aujourd'hui. L'idée pour nous est d'essayer de s'affranchir des méthodes d'il y a quelques années où on pensait les éradiquer, où on pense qu'on n'y arrivera plus maintenant, méthodes beaucoup plus douces qui respectent la santé de l'écosystème, c'est-à-dire non pas excaver les terres, mais faucher de façon très répétée avec des procédés scientifiques élaborés, donc ces parties aériennes pour les affaiblir. On a montré aujourd'hui que ces résultats étaient possibles, mais généraient bien sûr des quantités astronomiques de parties aériennes. Que peut-on en faire ? Eh bien, en s'intéressant donc à la composition chimique des parties aériennes générées, on a montré qu'il était possible de les transformer là aussi en éco-catalyseurs. Là encore, ce ne sont pas des déchets, mais des outils utiles pour construire d'autres molécules d'intérêt. Ce nous a permis de développer une nouvelle approche qui montre que ces éco-catalyseurs qui dérivent des renouées exotiques, telles que la renouée du Japon, permettaient de transformer des molécules naturelles abondantes, présentes dans les espèces végétales, qui sont classifiées bio, en les transformant en produits d'intérêt sans aucun intrant pétrosourcé, sans dépendre de la pétrochimie. Ça nous a permis de montrer qu'il était possible en chimie d'avoir la même éthique qu'en écologie. Quelques exemples. Un exemple rapide qui est assez pertinent à mon sens, c'est d'essayer de proposer des solutions face à des produits organiques qu'il faudrait commencer à oublier, notamment ce qu'on appelle les silicones volatiles. L'ensemble de ces composés sont très répandus dans un usage cosmétique, c'est ce qui apporte ce toucher agréable, ce côté émollient dans beaucoup de produits cosmétiques, crème, après-shampoing, etc. Mais un grand nombre d'entre eux sont mis en défaut, là aussi, pour leur toxicité. L'idée, donc, c'est de les remplacer par ce qu'on appelle, en fait, des esters gras. Mais comment faire ? Eh bien, il s'agit de transformer des triglycérides présents dans le milieu végétal, dans les huiles végétales, grâce aux catalyseurs qui viennent de la renouée du Japon. C'est quelque chose qui donc a été possible et qui a été montré sur un exemple extrêmement intéressant. C'est aller chercher ces huiles végétales dans un grand projet que j'aime beaucoup partager, qui est le projet de la Grande Muraille Verte, qui donc est en cours de développement pour ralentir l'avancée du désert sahélien. Un projet bien avancé au Sénégal, où on plante en fait ces arbres du désert, qu'on appelle des balanites, qui fournissent des fruits qui permettent de générer une huile végétale extrêmement intéressante. On arrive à lui donner de la valeur en transformant donc cette huile grâce aux éco-catalyseurs qui dérivent de la renouée du Japon. Et là, on obtient des émollients qui s'imposent comme des substituts naturels au silicone volatile. Voilà, j'espère vous avoir montré qu'il est possible de développer des modèles économiques extrêmement différents qui relèvent de l'économie symbiotique, régénérative et de la coopération. Donc un concept qui sera largement développé lors du colloque final au Collège de France avec différentes interventions que je vous recommande, j'espère que ce sera passionnant, qui montrent qu'on peut fonctionner autrement que l'économie linéaire, dont je rappelle malheureusement le principe. J'extrais, par exemple, des aimants minéraux qui vont m'aider à transformer de la matière que je vais consommer, puis que je vais jeter, et donc je serai condamnée à extraire à nouveau, ce qui est évident, c'est-à-dire que ça va épuiser donc, les bases de la ressource de ce modèle à économie linéaire, en plus de dégrader les écosystèmes. On connaît aujourd'hui les limites de ce modèle économique, mais il y a la possibilité de faire autrement, en s'appuyant sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie régénérative, c'est-à-dire de développer d'un point de vue industriel ces principes écologiques
qui permettent de restaurer les écosystèmes. Pensez notamment à la restauration écologique des sols tout à l'heure ou à la pollution de l'eau. Ça permet finalement de produire de la matière en résolvant un problème environnemental, et une matière qui est très inspirante, surtout si on l'utilise comme la nature le fait, pour créer des produits utiles, les utiliser, les recycler, et la vente de ces molécules qui dérivent des efforts écologiques va soutenir le développement des efforts écologiques sur le terrain. C'est ce qu'on appelle l'économie régénérative, un exemple très particulier d'économie circulaire, mais avec un impact positif et non plus négatif. C'est ce qui permet de restaurer le capital naturel et social. Dernier petit exemple rapide, on ne peut pas oublier qu'il n'y a pas que des espèces végétales envahissantes, mais également des espèces animales. L'exemple du moustique tigre est tout à fait particulier, puisqu'il envahit le continent français très rapidement. La plupart des départements français sont maintenant envahis par cette espèce animale, malheureusement, qui est vecteur d'une dizaine de virus et de maladies infectieuses redoutables, qui sont nombre croissant chaque année, telles que la dengue ou chikungunya sur le territoire français. Là aussi, pour essayer de se protéger, l'idée a été de s'inspirer du langage de la nature, c'est-à-dire comment la nature communique, comment un insecte communique avec une plante. On sait que le phénomène d'attraction repose sur quelque chose d'assez élaboré, où la plante, ici par exemple la lavande, va émettre un mélange, ce qu'on appelle un bouquet floral, un mélange de molécules donc volatiles, d'odeurs très séduisantes, mais en concentration, en composition extrêmement précise. Et le bourdon ne va pas y résister, il va venir polliniser cette lavande. Notre hypothèse a été de bâtir un répulsif selon le même principe de ce bouquet floral, mais là composé de molécules naturelles, donc que l'insecte, le moustique tigre, détesterait, pour essayer de l'éloigner de l'hôte et le protéger. C'est ce qui a été possible, en montrant là encore la puissance de la nature. Ça nous a permis de générer une composition active sous le nom de crusoé, donc qui est beaucoup plus répulsive que les composés synthétiques qui sont aujourd'hui commercialisés. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre écoute, et j'espère vous avoir convaincu qu'il était possible de conjuguer science de la durabilité et responsabilité éthique avec la volonté de construire un nouveau modèle économique. Merci à tous.